Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi, c'est Audrey, et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur, avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmuricain où j'ai le plaisir d'accueillir Harmonie qui va nous parler de sa jument Kayla. Bonjour Harmonie. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'avoir sur ce podcast. Tu vas être une des premières, enfin tu es une des premières à nous parler de poulain et de comment c'est passé en fait, parce que tu as eu la chance de connaître ta pouliche en fait relativement tôt. Et là, elle a 4 ans. 4 ans, C'est c'est ça. bien ça, elle est née en 2020. Donc tu vas pouvoir nous parler de comment se passent en fait les premières années de la vie d'un poulain et quels sont les enjeux des premières années de vie d'un cheval. Est-ce que tu peux nous présenter Kayla et comment en fait comment est-ce qu'elle est rentrée dans ta vie, à quel moment et sous quelles circonstances elle est rentrée dans ta vie? Et ben du coup, Kayla, c'est une petite jument d'1,55 m qui est haussée avec deux parents OLC. Et comment elle est rentrée dans ma vie? Et en 2020, j'ai cherché un cheval parce que depuis toute petite, je pense que tous les ans, je disais la même chose à mes parents. Je veux un cheval, je veux un cheval. Là je m'étais dit je commence à être j'étais en école d'ingé, je commence à être un peu plus grande, mature, j'aimerais bien trouver un cheval et en plus il y a eu le Covid qui m'avait encore plus envie de qui m'avait encore plus donné envie de trouver un cheval à m'occuper, pas monter. Moi, c'est plutôt à pied la première relation et le plus, c'est la partie montée. Donc, je me suis lancée sur des recherches via Le Bon Coin et tout ça, qui n'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai pu avoir, malheureusement. Mais en même temps, du coup, tu as commencé à chercher ta jument quand on était confinés? Non, c'était en juin, juillet Ok. que j'ai vraiment cherché. Et je suis tombée sur une annonce, c'était pas ma jument, c'était son frère qui était en annonce. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose, je vais contacter la personne, parce que moi je suis assez timide, donc j'ai du mal à envoyer des messages et tout ça. Et le gars, quand je l'appelle, il me dit, ah, il y a aussi une petite pouliche qui est avec une jument. Et moi je me dis, ouais, c'est peut-être elle en fait. Est-ce que tu t'étais fixé, est-ce que tu t'étais fixé des critères en cherchant ton cheval ou pas? Alors moi c'est assez simple, je m'étais dit un plutôt grand cheval de base. Ok. Le père de ma jument faisant 1,73 m, je m'étais dit que j'aurais pu avoir une grande jument. Bon bah c'est raté. Parce que vu que je suis grande, je fais 1,80 m, faut que j'ai un cheval qui soit à peu près à ma taille, quoi. Pas de bol, elle a pas trop grandi. Oups. Oups. Et donc tu cherchais un poulain de base? Chercher un jeune cheval, ouais, parce que je m'étais dit, un jeune cheval, on n'aura pas trop de problèmes. Oui. Très, très, très mauvaise analyse de ma part. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir un jeune cheval parce que même si on peut avoir des problèmes, au moins on les connaît, en C'est ça. général. Au moins on les connaît, on sait ce qui s'est passé avant, donc ça se tenait. Mais toi, donc tu voulais un jeune cheval pour éviter les problèmes de santé ou aussi les problèmes de comportement? Surtout de santé, parce que je sais que au niveau ostéopathe, podologie et tout ça, les chevaux sont pas tous suivis de la même manière dans leurs élevages. Donc, en fait, c'est au moins la sûreté d'avoir ce suivi-là.
Mais aurait-il fallu que je choisisse un bon élevage? Justement, comment t'as choisi cet élevage-là? Parce que du coup, t'as contacté l'éleveur qui t'a dit, bah oui, j'ai ce poulain à vendre et j'ai aussi une pouliche. Et donc, t'es allé visiter, tu connaissais pas du tout l'élevage? Non, pas du tout. Bah, et honnêtement, c'était par entre guillemets appât du gain parce que c'était des chevaux pas trop chers et donc pas trop cher parce que c'était mes parents qui m'aidaient en partie à financer le cheval et ils m'ont dit plus de 2 000 euros non en fait ce n'est pas ce prix-là dans un cheval parce qu'ils sont restés eux dans les années 2000 parce qu'on avait eu un cheval avant et eux avaient vu le prix d'un cheval comment dire sauvé de boucherie en prix donc c'est pas du tout c'est pas du tout le prix d'un cheval qui est bien élevé, qui pour un cheval haussé, je pense, va plutôt sur du 4 000 à 5 000 euros maintenant que je connais les prix. Et moi j'ai vu le cheval et moi ce que j'aimais bien c'est le côté pie et les belles, j'aime bien les belles grandes listes. Ok. Et donc j'avais vu son frère et en fait son frère de profil il m'a pas plu, il a un côté lusitanien et j'ai fait ah non en fait c'est pas possible. On avait fait plein de routes donc bon on a dit on va aller regarder les autres chevaux. On arrive dans l'autre endroit où il avait mis des chevaux et là je vois une petite tête en dessous d'une jument pie et je fais ouah pile la tête comme vous l'aimez grande lisse toute blanche et là je me dis dans mon fort intérieur ah bah c'est elle en fait. Ouais, donc tu l'as purement choisi pour le physique. Ah ouais complètement. Voilà, tu cherchais un jeune cheval. Est-ce que tu as fait plusieurs élevages? Non pas du tout. Pas C'est le du tout. premier élevage que tu visitais et c'est là où tu as pris ta jument. C'est ça, je suis tombée amoureuse d'elle. C'était clairement un coup de cœur compulsif. Bah pas du tout la bonne chose à faire. Je ne le conseillerais à personne. Voilà, mais c'est des critères qui sont entendables. C'est des critères qui s'entendent, donc oui. Donc du coup, t'achètes cette petite jument. T'en as même pas vu d'autres, quoi. Non, j'en ai T'as pas juste fait. vu son frère que tu trouvais moche, Voilà, c'est ça. Et sa et mère elle. et il nous avait montré le père aussi. Le père, j'ai pas plus apprécié ça. Sa mère, par contre, vraiment une très jolie jument, mais en très 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 mauvais état. Ah ouais. Honnêtement, Ça, tu l'as remarqué donc oui. au moment de la Euh, visite. alors, je dirais peut-être une bêtise. Je crois que pendant la visite, elle était pas en si mauvais état que ça. Euh, parce qu'il y avait encore de l'herbe, sauf que c'était un été très chaud et très aride. Et du coup, ils ont été nourrissés au foin, les humains, si je dis pas de bêtises. Et en fait, vu qu'ils la nourrissaient pas à côté, et elle mangeait que des fibres, alors qu'une jument en gestation, elle a besoin de CMV et d'un complément alimentaire plus ou moins adapté à ses besoins énergétiques. Bah, la jument, elle a perdu de l'état. Voilà, souvent le foin, ça ne suffit pas pour une jument suitée. Dans la Voilà. majorité des cas, ça ne suffit pas. Il y a des exceptions auxquelles ça suffit, mais la majorité, c'est que ça suffit pas. Au Donc oui, printemps, ça peut suffire, mais l'été, en tout cas, une jument au foin, ça ne suffira jamais pour la tenir, quoi. voilà, sauf si on a en effet peut-être des foins particuliers, du foin de luzerne ou des choses comme ça, mais un foin d'herbe, très très rare que ça fonctionne. Donc ça, tu t'en rends compte du coup l'été. En septembre, quand je retourne voir ma jument, Ok, et là, la mère, elle a vraiment perdu beaucoup d'état, elle est toute nutrition, et donc, vu que je suis une personne euh, gentille envers les animaux, j'achète des grains, et du coup, je lui donne les grains pour qu'il nourrisse la mère. d'accord. Donc c'est toi qui as fourni l'alimentation pour Oui, la maman en donnant en consigne à l'éleveur de nourrir la maman, quoi. c'est un peu ça. Ok. Donc là, Kayla a
quel âge à peu près, du coup? Elle est née en quand? Elle est née... Elle est née en mai, et j'y retourne en fin septembre. Mhm. Donc elle va sur ses 4 mois, si je dis pas de bêtises. Ok. C'est ça. À quel âge tu l'as récupérée, du coup? Parce que donc, tu as signé à peu près en juillet-août. C'est ça. En septembre, tu la revois. Et ouais, à quel moment tu la récupères? Mais écoute, je la récupère en le 28 novembre. Malheureusement pas dans les conditions que j'aurais espéré, vu que l'éleveur n'a pas fait son travail d'éleveur, c'est-à-dire sevrer au moins la jument, même si 6 mois, c'est faut au moins sevrer la pouliche pour que elle n'ait pas de traumatisme au même instant. Mais bon, ça en était, il a décidé de faire autrement, c'est-à-dire de mettre la mère et la pouliche dans un camion, de déposer la pouliche dans la pension que j'avais choisie pour elle, et de repartir avec la mère. Donc la pouliche se retrouve toute seule et sa mère qui part, donc Toute seule dans un endroit inconnu, sa maman qui part. Elle a tété jusqu'en fait 1 heure avant la montée en camion, quoi, grosso modo. Enfin, c'est ça. elle a tété jusqu'à la montée en camion, donc ouais, c'est un des pires sevrages qu'on peut faire. Tout à fait. Difficile de faire pire. Je ne dis pas le contraire. Mais oui, oui. Mais en même temps, il y en a quand même encore. Il y en a malheureusement encore beaucoup qui font comme ça. Il y en a encore Oui, malheureusement beaucoup qui font comme ça. Et c'est vrai que le cheval se prend un traumatisme émotionnel d'être séparé dans un nouvel endroit sans avoir jamais été séparé de sa mère. Et un traumatisme, on va dire, physique, enfin, tout du moins alimentaire, où il passe d'une alimentation majoritairement constituée de lait à une alimentation solide. c'est ça. Moi, la chance que j'ai eue là-dessus, c'est que j'ai un peu, vu que c'était pendant le Covid, j'ai pu y aller régulièrement donc tous les week-ends. Et on a un gros souci quand le poulain est jeune, c'est qu'il mange presque rien. Oui, C'est-à-dire que rien ne l'intéresse. Même ce que mange sa mère, moi, ça intéressait pas ma jument de base. Du coup, j'ai un peu dû lutter pour intégrer une alimentation, comment dire, solide des grains. J'avais pris, c'était Réservifol pour la transition parce que je me disais un peu de, comment dire, un peu d'aliments lactés, c'était peut-être mieux pour la pouliche. Et donc j'ai galéré, mais on va dire que à 2-3 semaines du sevrage, j'ai eu de la chance, elle a commencé enfin à manger ses grains pour lui permettre, on va dire, de garder en état après le sevrage. Parce que clairement, le jour du sevrage, j'ai l'impression qu'elle a perdu 50 kilos, du moins. Elle était vraiment toute amaigrie des flancs et tout ça. C'était assez impressionnant en une journée comment elle avait pu perdre de l'état alors que juste avant, elle ressemblait à un petit poulain de trait, quoi. À ce niveau-là, elle était bien rondelette et tout ça. Donc, ouais, donc tu as vu en fait le traumatisme alimentaire, quoi. Tu as vu le traumatisme physique. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de chevaux qui perdent de l'état pendant le transport. Et là, en plus, oui, la pauvre avec le stress. Enfin, t'es en rien responsable. T'avais prévenu, t'avais demandé en tout cas à l'éleveur de faire autrement. C'est lui qui est responsable, quoi. Toujours est-il que ta petite Kayla arrive donc dans la pension que t'avais choisie. Donc fin novembre. c'est ça. Comment se passent les premiers mois? Est-ce que tu vois des potentielles améliorations de son état de santé ou pas? Alors déjà sur les premiers jours, bon bah avec le troupeau très difficile parce qu'un jeune cheval qui est intégré sans sa mère se fait juste défoncer en fait. Vraiment les chevaux sont horribles entre eux hein, là-dessus. Et bah toi en tant qu'humain tu peux rien faire. Et c'est très frustrant. Hmm, oui, Surtout tu te tu... dis c'est un bébé, c'est un bébé. c'est un bébé, c'est injuste, elle a pas de quoi se défendre, elle a personne pour la défendre.
Mais moi, je peux pas rester 24 heures sur 24 à faire la police. Donc oui. C'est complètement ça. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais aperçue qu'elle avait des soucis d'aplomb. Donc avant qu'elle arrive dans la pension, j'avais pris rendez-vous avec une podologue et avec une ostéopathe pour essayer d'aider au mieux sa croissance. Bon, pour l'ostéopathe, j'aurais dû la faire venir beaucoup plus tôt, je pense, si je voulais une véritable amélioration des aplombs, c'est-à-dire, je pense, vers 3-4 mois, on peut encore faire quelque chose. Mm. 6 mois, c'est un peu trop tard. Oui, en fait, c'est vrai que c'est une rumeur qui est très ancrée, qu'il faut laisser le poulain grandir le plus naturellement possible, et puis comme ça, ses aplombs vont se faire. Alors que c'est vrai qu'en fait, plus on prend le problème tôt, mieux c'est. Le maréchal, j'ai déjà vu des poulains de 3 jours qui voient le maréchal. Les poulains de 3 jours peuvent voir le maréchal s'il y a un problème vraiment avéré, on va dire. Ouais, moi, ça avait pas été le cas. Et le podologue, j'ai la fameuse phrase que je pense que beaucoup de personnes ont entendue de la part d'éleveurs, c'est ah, moi, je ne touche pas au pied d'un cheval avant ses 2 ans, parce que ça ne sert à rien. Hmm. Voilà. Ça, c'est l'éleveur qui l'a dit ou c'est le podologue que toi t'as fait venir? Ah non, c'est l'éleveur. La Ok. podologue, elle a été très... On voit que c'est un pied qui est presque délaissé alors qu'il a que 6 mois, quoi. Donc je me suis dit, j'essaye de faire un suivi au taquet là-dessus. Donc on part sur un suivi régulier, ostéo, podo, pour aider cette petite maman à avoir les meilleurs pieds et le corps le plus fonctionnel possible pour tout ça. 1 mois et demi après, euh, je, je m'occupais assez régulièrement de la jument. J'avais pas vu plus de problèmes que ça et je pars en week-end parce que c'est l'anniversaire de ma mère. Donc je me dis tranquille, pas de problème, ça va le faire. Elle est en pension, tout va bien se passer. C'est ça. Honnêtement, la personne de la pension, une personne qui s'occupe bien des chevaux, même si elle n'était pas d'accord sur tout avec moi. Par exemple, pour elle, l'alimentation lactée, elle trouvait que c'était bête de lui donner des concentrés, mais elle lui donnait. Donc c'était très bien. Pas comme l'éleveur à qui t'avais demandé quelque chose et qui l'a pas fait. C'est ça. Et donc arrive le jour de l'anniversaire de ma mère, et là on m'appelle, ta jument fait une colique. Donc là je fais ah une colique, ok génial, alors que bah elle avait du foin, les grains. Mais en fait le matin elle avait vu que la jument était bizarre, elle refusait les grains, elle la suivait, mais elle avait une démarche bizarre et en fait elle était en pleine colique. Donc elle appelle le veto. La veto vient, elle fait, je me rappelle plus le nom, une endoscopie, je sais plus. Bon, en tout Ouais. cas, il regarde l'estomac, voir comment ça fonctionne. Euh, Ça avait l'air d'aller parce qu'en fait, la dame qui gérait la pension lui avait mis directement un coup de calmagine pour casser la colique et il y avait déjà des bruits intestinaux quand la veto est arrivée. Elle fait son analyse et le bilan, c'est que la jument a fait une colique de verre. Donc là, on se dit, bon, bah déjà, on a un problème sur l'élevage parce que est-ce qu'il l'a suivi de façon régulière au niveau des vermifuges? Ça, je n'ai jamais su. Parce que le jour où elle est sortie du camion pour aller dans la pension, euh, il a fait le vermifuge. Et il l'a même laissé par terre dans la pension, dans la pension où j'étais arrivée et on était, mais il a vraiment laissé ces déchets-là. Il vient Et tu vraiment vas de pas dire, vermifuger la jument dans le camion, enfin la pouliche dans le camion, et il nous balance la seringue par terre en plus, quoi. c'est ça. Il était costaud, lui, hein. Ah ouais, vraiment une pépite, cet homme. Ah oui. Hein. Oui, donc tu sais pas ce qu'il y a eu comme suivi vermifuge avant C'est le ça, sevrage, en fait, avant qu'elle arrive. complètement. Et tu sais pas ce qu'il y a eu comme suivi vermifuge de la pouliche ni de la mère. Oui, c'est ça, j'ai aucune info en fait. Mm. Bah là, je tombe un peu des nues, je m'étais dit,
un cheval sans problème. Bon, bah, j'ai déjà un problème alors que ça fait 1 mois et demi qu'elle est avec moi. Ça fait 1 mois et demi qu'elle est avec moi, elle me fait déjà une colique et elle a des pieds qui sont vraiment pas ouf, quoi. Elle a des pieds et des Des aplombs aplands qui merdiques. sont pas bons. Donc ouais, C'est commence ça. bien. Donc là, le contrat que je m'étais signé avec moi-même était déjà caduque. Donc, je revernifuse la pouliche. J'essaye de gérer comme je peux au niveau de l'alimentation. Là, j'ai décidé après de lui donner en plus du CMV Harmonie Nutrition parce que j'avais entendu que c'était un des CMV les plus intéressants, surtout pour la quantité de fibres et de zinc. Donc je me suis dit bon bah on va tester ça. Vu que sur Facebook, parce que honnêtement moi ça a été comme ça au début, c'est vachement des avis Facebook etc qui m'ont aidé, le site technique d'élevage et toutes les ressources on va dire qui sont facilement trouvables je trouve, euh, qui m'ont permis, on va dire, de me faire un petit avis et d'essayer de faire au mieux pour cette petite jument qui, honnêtement, faisait un peu pitié en termes de croissance. Comment ça se fait que tu aies pris ces informations sur Facebook, sur des blogs? C'est très bien hein, que Facebook et des blogs existent, mais comment ça se fait que ce soit pas des professionnels qui t'entourent qui t'aient donné ces avis? Est-ce que tu n'as pas reçu d'avis ou est-ce que tu as reçu des avis qui te paraissaient contradictoires? Parce que normalement, à mon sens, ça aurait dû être, on va dire, à ta vétérinaire, voire à la gérante de pension, de t'alarmer, de te mettre la puce à l'oreille sur le fait que ta jument avait peut-être besoin d'une alimentation adaptée. Complètement. De toute façon, j'ai fait tout à l'envers, donc en fait, c'est moi qui ai cherché au départ, quand elle avait moins de 6 mois, je me suis dit que j'allais trouver une alimentation, donc j'avais personne euh, qui pouvait m'aider parce que j'étais ni avec un vétérinaire ni avec une pension, vu que j'ai tout trouvé après finalement. Donc en fait, c'est un peu moi qui me suis dit bon, je vais me débrouiller un petit peu toute seule. Ce qui n'était honnêtement peut-être pas une bonne idée pour moi, ça allait parce que vu que j'ai des études qui sont que c'est un G agro, que j'ai eu des cours de nutrition, donc je connaissais en fait un petit peu tout ça, ça c'était pas le problème. Une personne lambda, moi maintenant avec mon recul, je lui conseillerais un bilan nutritionnel. Il y a plein de bonnes nutritionnistes dans comment dire dans toutes les personnes qui font des bilans souvent en plus à distance, mais avec une bonne anamnèse, avec toutes les infos données, bah, souvent tu peux faire un truc très qualitatif. Ce que j'ai fait moi par la suite quand j'ai appris d'autres choses que j'expliquerai un petit peu plus tard. Ah, vas-y, tu vas pouvoir nous les expliquer. Ok. Donc, à quel moment tu t'es rendu compte, à quel moment et dans quel contexte, tu t'es rendu compte de l'importance de l'alimentation de ta pouliche? Alors c'est très simple. J'ai ma jument qui m'a fait d'un coup un gros ouais c'est peut-être œdème au jarret. Donc au début je me suis dit bon je vais mettre du froid ça va passer. Elle a quel âge au moment-là? 1 an et demi. 1 an et demi. Donc je me suis dit ça va passer. Et bon, j'ai été un peu bête là-dessus, c'est que j'ai attendu un petit peu de temps parce que bah en fait t'as pas envie de payer le vétérinaire pour rien. Mais c'est Oui, mal, c'est mal d'avoir attendu parce que je pense que j'ai attendu 2 semaines avant de faire venir le veto. Ça n'aurait rien changé, mais on va dire que si ça avait été autre chose, c'est un peu bête que j'ai attendu 2 semaines. Et donc le vétérinaire vient et il me dit bon bah je pense que c'est de l'OCD, on va faire une radio et on va voir. Donc on fait la radio et effectivement ma jument a de l'ostéochondrose, donc c'est une mauvaise croissance du cartilage qui fait que il y a une partie du cartilage qui
se casse et au bout d'un moment, en fait, vu que le cartilage au niveau des articulations est fait pour devenir un os, ça fait des petits bouts d'os et ça fait des cailloux finalement dans les articulations. Ce n'est pas une fracture, mais ça, visuellement en tout cas, ça ressemble à une fracture parce que tu as un bout d'os à un endroit où il ne devrait pas être et qui n'est pas solidarisé à un autre os. Normalement, tous les morceaux d'os sont relativement solidaires. Sauf justement si tu as une fracture ou si tu as de l'OCD, quoi. Et donc, ma jument a de l'OCD. Donc il va falloir faire attention à ça. Le vétérinaire sur le coup me dit que pour lui ça a pas l'air d'être trop gênant pour le futur montée de ma jument. Donc pour lui pas besoin d'opérer. Donc moi je me suis basée sur cet avis-là pour la suite on va dire de notre parcours en me disant le veto m'a dit c'est pas trop grave, il n'y a pas besoin d'opérer, donc j'ai décidé de pas opérer à à 1 an et demi, 2 ans. Oui, Lui qui m'a dit que c'était pas gênant. c'est pas gênant, tu avais juste un œdème. C'est ça, c'est ça. Bon, toujours est-il que le veto te dit que c'est pas gênant, tu suis les conseils du professionnel en fait. C'est Tout même à pas fait. tu crois, c'est même pas une question de croyance, c'est que tu suis les avis du professionnel. Et il me dit aussi que je dois faire maigrir ma jument parce qu'elle est déjà trop grasse à 1 an et demi pour ses articulations et donc pour éviter que ça se complique, il faut que je la fasse maigrir. Donc à Ouais, partir de ce moment-là, je fais un bilan nutritionnel chez Harmonie Nutrition et Clean parce que moi j'ai trouvé intéressant c'est la partie analyse de fourrage qui est super complète chez elles oui. où elles ont même le sélénium, etc. Donc je fais cette analyse-là, une très grosse quantité de manganèse, 4,5 fois les besoins d'un cheval. Donc on a un petit peu notre autre souci qui a dû sûrement aggraver le premier problème de l'élevage parce que l'OCD, j'ai oublié de le dire, mais c'est souvent un problème à la conception du poulain dans la nutrition de la jument et à l'allaitement du poulain par la jument et la croissance du poulain. Donc les trois stades sont très importants pour avoir un poulain qui n'a pas d'OCD. Oui, tout ça sur l'alimentation, l'alimentation de la jument pleine, l'alimentation de la jument en lactation et l'alimentation du poulain au sevrage, quoi. Toi, t'avais dit au moins deux phases qui pêchaient. C'est ça. T'avais au moins l'alimentation, enfin en tout cas tu savais que l'alimentation de la jument en gestation n'avait pas été incroyable, notamment durant l'été, et tu savais que l'alimentation... Ah bah non, que l'alimentation ça c'était de la jument en lactation pendant l'été, Oui, mais donc du coup t'en déduisais que l'alimentation de la jument gestante un an en avant, c'était pas non plus incroyable. c'est ça. Vu que les En général. CMV, parce que après j'ai fait regarder pas mal d'études et je sais que par exemple la quantité de cuivre donnée à une jument, si elle est trop faible, peut faire que la jument fait développer au poulain de l'OCD. Mhm. Donc en fait, vu que j'étais presque sûre que le pré où la jument était très riche en fer, donc peu de cuivre, et vu qu'il n'y avait pas de supplémentation, je me suis dit ok, je connais un peu le Oui. problème. Et donc là, en plus, tu te rends compte que dans l'alimentation de ta jument, de ta jeune jument, il y a un an et demi, il y avait aussi un problème, pas de carence, mais d'excès de manganèse qui perturbe l'absorption, notamment du calcium et du phosphore, qui est important pour une bonne santé osseuse. C'est ça. Donc là, branle-bas de combat, on fait le bilan pour avoir une ration adaptée pour ma petite jument. Donc je change de CMV parce que celui que j'avais pris chez elle n'était pas adapté par rapport à la quantité en fait de manganèse qu'il y avait dans la prairie pour compenser. Donc je change d'alimentation et après le véto vient me voir à ses, ouais toujours à ses 18 mois il revient me voir pour faire une deuxième radio du jarret pour voir l'évolution. Et là, en fait, à la deuxième radio,
il y a l'autre jarret qui est gonflé. Et il me dit, bah, écoute, vu que je suis là, autant faire la radio de l'autre. Et donc, on fait radio de l'autre et bingo, l'autre aussi, OCD. C'est quand même rarement unilatéral comme pathologie. Vu Voilà. que ton problème est sur de l'alimentation, en général, c'est bilatéral. Enfin, Et après avoir observé la photo d'un de ses frères que j'avais fait quand je l'avais visité, son frère, je pense que heureusement que je l'ai pas acheté parce que sur son jarret, on voyait comme s'il y avait des micro-os partout. Donc je pense qu'il devait être bourré d'ostéochondrose et que clairement il y avait un problème alimentaire. Mais après, je pense que imaginons aussi un problème génétique parce que c'est aussi génétique un petit peu l'ostéochondrose. bon, t'auras jamais la réponse. C'est ça. Voilà. Donc ben, je me dis mince, encore un problème, encore un truc à payer sur ma jument. Après, honnêtement, pas trop d'autres problèmes de santé, à part que des aplombs pourris. Les pieds, ça s'est quand même pas trop mal géré, vu que bah, les professionnels ont quand même très bien travaillé et que maintenant des bons Mhm. podologues peuvent très bien soigner des pieds un petit peu mal foutus de base. Donc sur les pieds, tu as eu une amélioration Oui, des pieds de ta jument. Sur les aplombs, tu as eu quoi? Tu as eu un petit peu. une absence d'amélioration? Ça s'est un peu amélioré parce que ça ressemblait vraiment à un V de base. Elle avait vraiment les jarrets qui se touchait presque elle est un peu Ok. ouais cagneuse de devant. Non mais moi elle m'a tout fait. C'est le tout. Oui, donc du coup, tu as eu une amélioration des aplombs, mais quand même pas des aplombs droits, quoi. Non, je crois que je pourrais jamais espérer ça. Mais au moins on va dire moins catastrophique que le départ. D'accord. Et du coup, ce troisième problème qui était que elle avait un petit peu des petits cailloux dans les deux articulations. Le veto me Mhm. disait toujours pas besoin d'opérer. Ok. Et ce problème de surpoids parce que métabolisme assez lent vu que son père a pas mal d'espagnols ibériques bon bah je me suis créé un troisième problème avec les origines quoi. Oui, et puis ton problème de surpoids va potentiellement, enfin, peut potentiellement impacter en fait tes autres problèmes parce que un cheval trop gros a du mal à porter son poids, donc tu ne vas pas du tout améliorer l'état des pieds et tu vas pas du tout améliorer l'état des aplombs et donc l'OCD. Enfin, ça met d'autant plus de contraintes sur les articulations. Donc, comment t'en arrives en fait? Parce que là, elle a 1 an et demi, 2 ans. Ça, on arrive grosso modo au printemps de ces 2 ans. Peut difficilement monter dessus. La première hypothèse, c'est de se dire, bah, je vais réduire l'alimentation. C'est ça. Enfin, je vais réduire l'apport calorique de l'alimentation tout en faisant attention à l'apport des minéraux. Donc, ça que tu avais bien fait attention. Est-ce que ça a marché? Enfin, qu'est-ce que t'as fait pour essayer de réduire l'alimentation? Alors ce qu'on a fait nous c'est sur le coup on a bloqué les chevaux pour qu'ils aient plus envie d'aller manger du foin que de l'herbe. En les mettant sur une partie qui était un petit peu plus rejetée parce que moins intéressante alimentairement. Donc le cheval a comment dire comme comportement alimentaire d'aller plutôt vers de l'herbe très riche, assez courte. Donc là on l'avait fait un petit peu le contraire en leur mettant de l'herbe haute et pas très appétante quoi. Donc on les a mis au foin et sur cette herbe pas très sympathique, qui m'a permis de lui faire perdre du poids. Et l'année suivante, toujours par rapport au poids, j'ai décidé de mettre un panier. Mais un panier, quand tu n'es là que 2 jours dans la semaine, c'est assez compliqué à gérer. Et donc j'ai pas réussi sur l'année de ces 2 ans et demi à gérer la partie alimentaire et elle a pris énormément de poids.
Donc, Oui, parce qu'en fait, quand tu dis que c'était difficile à gérer, c'est-à-dire que quand elle t'a enlevé le panier, t'étais pas là pour le remettre, c'est ça? c'est ça. Et la Ok. personne qui s'en occupait pouvait pas le faire parce qu'il n'était pas. Attends, on va on va couper peut-être cette partie-là parce que elle avait des soucis de dépression, donc elle pouvait pas venir. Elle avait même pas la force d'aller voir ses propres chevaux, donc aller s'occuper Non, des et puis, animaux ouais, et puis de chercher un panier, ça peut prendre du temps, sur 3 hectares. honnêtement. Voilà. 3 hectares. Euh, donc, un cheval qui enlève le panier sur un gros terrain, c'est chiant d'aller le chercher, ça prend du temps. Donc, je comprends que les personnes autour de toi, on va dire, n'aient pas forcément envie de faire ça, d'autant plus gratuitement. C'est ça. Et voilà. Comprends, c'est très sympa. Vraiment, merci à toutes les personnes qui vont chercher des paniers qui sont pas les leurs, quoi. Les paniers, les masques à mouches, voilà, c'est le même combat, mais oui, ça peut être assez galère à retrouver. Donc du coup, ouais, À gérer t'as son du mal poids à, ouais, sur cette année-là, très difficile. Bon, elle a pris énormément de poids. Je pense que ça n'a pas aidé ses articulations. Je me sentais mal, mais je pouvais pas faire mieux. C'est le truc, c'est quand il retire le panier, bon bah tu peux pas lutter finalement. ouais, oui. Non, c'est très compliqué de faire tenir un panier. Il y a des chevaux qui sont vraiment incroyables de malice, on va dire, pour enlever leur panier. Donc là, on arrive en fait sur ces 3 ans, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Donc année de ses 3 ans, je lui mets pas tout de suite le panier. Je me dis bon, D'accord. vu qu'elle me Parce l'avait que fait plusieurs fois, oui, parce que du coup, l'année des 2 ans, tu as essayé le panier, ouais, j'ai raté. euh, que t'as pas réussi à faire tenir. Donc, en plus, elle a que 2 ans, donc tu peux pas forcément faire un travail physique extraordinaire, enfin, extraordinairement intense en tout cas. Donc, l'année des 2 ans, elle prend beaucoup de poids. Mais On arrive à l'année des 3 ans, elle où tu est te dis, encore grasse en fait pendant l'hiver. voilà. Euh... Ah, parce qu'en fait, les chevaux, oui, ils mangent moins riche en hiver, mais en fait, ils bougent moins, donc pas c'est beaucoup. ça. Donc, Donc, tu arrives en fait au printemps 2023. ouais. Printemps 2023. Et donc là, comment tu te dis, je vais gérer le travail? Enfin, je vais gérer son poids, en fait. Alors, je me dis, je vais faire plein de balades avec elle pour essayer de la faire maigrir. Parce qu'une petite balade à pied avec un humain à côté, c'est pas ce qui permet de maigrir le plus vite possible, quoi. Parce que j'ai pas le même cardio que ma jument à côté. Donc 10 kilomètres, c'est beaucoup pour moi, pour elle, à tant que ça, en fait, en termes de perte, en termes de dépenses caloriques. Donc c'est un petit peu l'échec, et ce qui se passe c'est qu'en mai, elle me fait une sorte de petite courbure très douloureuse sur du gros caillou. Les Du coup digité, j'ai eu du coup digité dans les 4 membres, et ensuite il y en a que sur un où le pouls digité est resté. Donc là, j'étais en panique, je me suis dit, ok, tout de suite panier, etc. Donc en une semaine, j'avais réussi à trouver un truc, parce que moi, il m'avait cassé le licol, on va dire, du panier, qui était intégré au panier. Donc j'ai trouvé d'une manière, euh, comment dire, un petit arrangement de matériel, et j'ai réussi à lui remettre le panier, qui là, bizarrement, est resté. Euh, Elle a décidé d'accepter comment dire, son destin d'être un cheval avec un panier, et elle l'a gardé. Et j'ai même fait un moment une communication animale avec elle, et elle a même dit que bah, ça lui avait fait du bien au ventre d'avoir ce panier. Bah en fait oui, tu m'étonnes, ça te fait gonfler à l'intérieur. Oui, Donc je me dis ok, je gère au moins
limiter la prise de poids avec le panier et je continue l'exercice à pied. Où là, je me suis dit, je vais peut-être me faire accompagner. Donc, je décide d'appeler Raphaël du Château pour commencer le travail à pied parce que, en fait, honnêtement, moi, en tout cas, je n'ai aucune idée d'exercice à faire si je ne suis pas accompagnée parce que bah, ça, ça s'arrête assez vite, quoi. À part bouger les hanches et les épaules, j'avais pas trop d'idées, quoi. Oui, là, tu te retrouves en fait dans le cas où tu devais. Enfin, tu t'es dit, bah ok, ma jument est capable d'avoir un peu plus d'exercice physique. Comment je fais pour qu'elle en ait un peu plus, quoi? C'est Mais ça. bah, faut trouver les idées. C'est ça. Même, tu vois, moi, je suis pas une personne anti-longe, donc je me suis dit, bon, bah, je vais l'allonger de temps en temps. Sauf que, bah, apprendre à un cheval à longer, c'était pas, c'est pas mon métier. Et C'est c'est fou quand on se rend compte à quel point il y a certaines choses qu'on prend pour acquises pour un cheval. Genre à quel point on prend comme acquis que quand tu le mets dans un rond de longe avec une longe, il va tourner, quoi. Alors que pas du tout. non, et donc, heureusement qu'elle était là pour trouver des exercices pour m'aider à commencer la longe parce que honnêtement j'aurais sûrement jamais réussi ou j'aurais fait de la vraiment une catastrophe de ma jupe. Même maintenant je vois que j'ai toujours des comment dire je me positionne très mal en personne qui longe un cheval. Je suis pas du tout une position adaptée. Alors que quand tu vois une pro au milieu qui te fait tourner ton cheval, tu fais ouais je pourrais Ah mieux ouais, faire. ouais, ouais. Donc du coup, tu commences à travailler avec Raphaël qui en fait te donne des idées. Là, tu te rends compte de la difficulté d'apprendre des choses à un jeune cheval en fait. Est-ce que toi, du Complètement. coup, je pense que dans ton histoire équestre, t'avais travaillé que des chevaux qui étaient déjà débourrés peut-être? Ouais, et honnêtement, c'était l'expérience jeune cheval, c'était je m'y suis lancée et j'étais pas prête plus que ça. C'est comme tu dis, j'avais fait que des chevaux de club et tout ça. C'était pas du tout. Il y a pas mal de gens, je sais, qui font des débourrages, mais moi, ouais, non, pas du tout. Donc c'était très nouveau. Ouais, et puis c'est là que tu te rends compte que c'est pas facile en fait de faire un débourrage seul, quoi. C'est pas facile de faire un débourrage seul, de trouver les bons exercices à faire pour débloquer des situations. Parce que par exemple, moi je sais que pour ma jument, le déplacement d'épaule est quelque chose de très difficile. Je crois que c'est tous les jeunes chevaux qui sont comme ça. Mais donc en fait, il faut trouver des stratagèmes au début pour qu'il apprenne physiquement à bouger son épaule, puis ensuite le travailler pour que ça soit sur demande et que ça devienne pas naturel, mais on va dire une demande cohérente pour lui. Oui, et puis toi, t'avais voulu un jeune cheval justement pour éviter des problématiques physiques. Tu t'étais pas spécialement questionné sur comment j'allais faire pour le débourrage. Tout à fait. Erreur relativement classique, tu vois, de te dire bah oui, j'ai un jeune cheval, c'est bien, je suis contente. Et puis bah oui, mais ok, comment je travaille un jeune cheval en fait? Chose qu'on nous apprend très très peu. C'est Et ça. puis bon. Et donc bon, moi je m'étais dit 3 ans, allez, on va faire le pré-débourrage, donc on apprend la longe, Mhm. les codes pour un peu ce que les gens appellent le respect. Moi je dis plutôt c'est plus de la sécurité que du respect, parce que bon, le cheval, le jour où il a peur, même s'il connaît comment bouger les épaules ou les hanches, bon bah il les bougera peut-être pas. Oui, oui, enfin, on est d'accord, mais oui, oui, c'est pas du respect, c'est juste de l'écoute. Et c'est comme tu dis, de la sécurité. Donc ouais, parce qu'au moment-là, en fait, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire un pré-débourrage, en fait. Si tu commences, Complètement. tu es en train d'apprendre à Kayla à comprendre tes ordres d'humain. Tout à Puisque fait. là, c'est toi qui avais fait l'effort de comprendre Kayla, C'est ses, ça. ses ordres, entre guillemets, enfin, sa communication de cheval. Là, c'est l'inverse, c'est elle qui doit t'apprendre. Bah oui, c'est un débourrage, quoi. Et donc, au moment-là, tu te dis, je vais faire un check-up veto Tout à pour fait. ma jument. Enfin, voilà, pour C'est ça.
pour voir où on en est, sachant tout ce qu'on a eu, quoi. Je me suis dit, l'avis veto de ce veto était peut-être plausible, mais au cas où, je vais refaire des radios, on va tout inspecter, et donc je me dis, on va faire un bilan locomoteur à Maison-Alfort, parce que c'est toutes les semaines, le CIRAL, il passe le jeudi et le vendredi. Donc je me suis dit, comme ça j'aurai un veto CIRAL, j'aurai un truc au poil, et je suis sûre de ce qui ressortira de l'analyse. Donc, Mhm. je me lance dans cette aventure très coûteuse, parce que bon, faut l'avouer, hein, c'est plus d'une quarantaine de radios qu'ils ont dû faire à ma jument, et on a fait des échographies après, donc c'est long, fatigant pour un jeune cheval. Elle a été Ouais. vraiment exceptionnelle. Elle est restée pendant, je crois qu'il y avait eu 30 minutes d'évaluation avant. Elle n'a pas bougé. Je l'avais jamais vue aussi sage que ça. Elle a vraiment été exceptionnelle. On l'a fait longer, etc. Bon, les vétérinaires sur le comportement du cheval, et allez, allez, allez directement pour faire avancer le cheval au secours. J'ai l'impression que eux, comme nous, hein, cavaliers, des fois, ils ont un peu de mal à se dire que tous les chevaux savent pas tourner en longe, quoi. C'est ça. Surtout que moi, en fait, fallait juste lui laisser le temps, mais eux, ils voulaient pas prendre le temps. Et Ah, ils et puis m'avaient fait long des fois, on va leur laisser le truc aussi, c'est que des fois, ils ont pas le temps. Des aussi. fois, Oui, notamment, enfin, c'est vrai que moi, j'ai aussi été à Maison Alfort, c'est une école vétérinaire. Ils débarquent avec une dizaine d'étudiants. Et en fait, ils se retrouvent à devoir faire et une consultation et un cours en c'est même ça. temps. Donc oui, sur un temps qui en général leur est donné pour faire une consultation. Du coup, au moins, en fait, la consultation, il m'avait dit 2 heures, alors ça a duré 4 heures. Ouais, voilà. Donc, c'était assez éprouvant pour la jument. Ouais, Elle a eu, ouais, 3 heures, comment dire, dans la salle de radio. Elle est ouais. ressortie en sueur, la pauvre. Les étudiants, pareil. Ouais, c'est C'était long, hein. vraiment très Et très ça, du long. coup. Et donc, qu'est-ce qui ressort de ce bilan? Ce qui ressort, c'est que la jument, ça va pas un peu partout. Donc les 2 jarrets, faut absolument que je les opère très rapidement, parce qu'il y en a un. Alors non, je le sais pas encore, mais en fait après l'opération, quand ils ont fait l'arthroscopie, donc c'est il y a une petite caméra qu'ils mettent d'un côté et ils mettent l'aspirateur de l'autre pour aspirer les morceaux de cartilage. Et donc pendant l'arthroscopie, ils voient qu'il y a un début d'arthrose. Donc là, je Mhm. me dis, merde, j'ai merdé, j'aurais dû lui faire l'opération plus tôt. Parce que en fait, elle a de l'arthrose, et comme on le sait tous, l'arthrose, c'est à vie, vu que c'est dégénératif et que ça peut pas se remettre d'aplomb. On peut, on peut gérer la douleur, très bien gérer la douleur sur de l'arthrose, mais en effet, une fois que la dégénérescence osseuse est là, il y a très peu de cas de guérison spontanée. C'est ça. On peut au moins limiter la comment dire, la destruction cartilagineuse, mais c'est la seule chose qu'on peut faire, quoi. Oui. Donc voilà, elle a les 2 jarrets donc qui sont atteints. Elle a d'autres endroits atteints, mais il y en a un qui est opérable, mais pas plus d'intérêt que ça, vu la destination qu'elle a, qui est que du loisir. C'est petit, ça gêne pas l'articulation principale, et ça devrait pas bouger. Et les 2 autres qui sont dans les tendons, donc qui ne tendons ou ligaments, je sais plus, entre les deux, et qui ne peuvent pas bouger, mais il faudra faire attention à regarder si j'ai un dégonflement au niveau des pâturons, Mhm. peut-être refaire des échographies pour vérifier ces parties-là. Au moment-là, en fait, tu te rends compte, on va dire, de l'ampleur des dégâts, quoi. C'est ça, c'est un peu, je tombe des nues. Je me dis, ah d'accord, bon bah, parce qu'ils me disent, hein, l'opération, euh, sur le coup, ils m'ont dit, on fait probablement qu'un jarret. Parce que sur l'autre jarret, en fait, on voyait pas le petit bout d'OCD.
Mais vu qu'ils avaient les radios d'avant et que sur les radios d'avant, on voyait ce petit bout, ils m'ont dit, on va faire une arthroscopie de l'autre côté, ça vous coûtera 1007. Oui, C'est tout? c'est tout. Ça Vous vous avez pas coûtera vu, vous avez 1007. pas vu ma tête qui dit ça vous coûtera que 1007. Oui, ok. Et si c'est les deux jarrets, ça sera 2200. Finalement, c'était 2400 ou 2500, je crois, Mhm. de mémoire. Donc, donc là, je Ils me dis, bon, sont. bah, génial. J'ai cassé une des articulations de ma jument parce qu'elle a de l'arthrose. Elle est un petit peu cassée de partout. Et en plus, je vais devoir débourser plein d'argent. Et là, je me Oui. dis pourquoi j'ai pas acheté un cheval d'un bon élevage et comme ça, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Ouais, pourquoi? Enfin, c'est sûr que la question se pose de se dire bah ouais, en fait, j'ai fait des économies à l'achat de mon cheval. Économies, enfin, oui, j'ai fait des économies à l'achat de mon cheval, mais économies en fait que je repaye après, quoi. C'est tout à fait ça. Donc en fin de compte, tu aurais pu en fait avoir un cheval. Donc si on additionne le prix de l'opération plus le prix de ta jument, tu aurais eu un cheval qui t'aurait peut-être coûté le même prix, d'un élevage qui avait potentiellement bien nourri les parents, enfin qui avait bien nourri la mère en gestation et en lactation. Il y avait peut-être vermifugé aussi, même ça c'est un autre problème. Tu aurais peut-être eu un poulain en fait au même prix, mais tu aurais eu la sérénité d'esprit, quoi. C'est ça. Tu aurais On eu peut-être plus me... de sérénité d'esprit parce que là, ta jument a quand même été en clinique, c'était stressant pour toi. Enfin, toi, il y a des émotions à traverser qui sont pas forcément faciles. Enfin, quand tu dis j'ai bousillé l'articulation de ma jument, on sent derrière qu'il y a une émotion qui est quand même vachement forte, quoi. C'est des mauvais choix, on va dire. Pas le bon sur l'instant T, mal guidé, on va dire. Ouais, qui aurait pu être peut-être décidé autrement. C'est ça. Après, avec l'expérience, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est avec l'expérience qu'on apprend aussi. C'est un chemin, mais c'est vrai que c'est une question à se poser sur le budget du cheval à l'achat. Complètement. C'est bah, là, je pense que honnêtement, vu toutes les dépenses que j'ai eues, je pense que j'aurais pu, si j'avais pas acheté ma jument, acheter un cheval avec des super origines à plus de 10 000 euros, vu tout ce que j'ai dû mettre dans ces 3-4 années de vie commune finalement. Ouais. Oui, ou alors tu aurais acheté un, comme dit, peut-être un OC, hein. Il y a des élevages d'OC qui sont très bien aussi, mais où tu bah, t'aurais pas eu ces tracas émotionnels, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc bon, voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, Non, mais j'adore ma jument, donc je ne regrette pas non plus, mais c'est un peu à double tranchant en fait d'avoir choisi un jeune cheval, parce que bah, j'ai pas un cheval qui me convient en termes de taille, en termes de morpho. vas-y, tu peux expliciter du coup ce sujet-là, parce que c'est vrai que tu avais dit que toi, t'es grande, tu cherchais un cheval qui serait grand, Tout à tu fait. avais sélectionné en fait des parents, enfin, notamment un père qui était grand avec l'espoir que ta jument soit grande. Finalement, elle fait 1,55 m. Elle va plus prendre 20 centimètres. J'ai encore espoir qu'elle éclate et qu'elle soit peut-être un peu porteuse. Mhm. Mais on va dire que c'est le seul espoir qui me reste parce qu'elle va pas grandir beaucoup plus d'un mètre 50. Ouais. Je pense que 60, c'est même pas atteignable physiquement, donc voilà. On sait que la croissance d'un cheval est conditionnée par sa génétique, oui. Enfin, voilà, ça c'est clair et net. Si tu prends deux chevaux d'1,50 m, c'est compliqué d'avoir un cheval qui fait 1,80 m. Mais c'est conditionné par la génétique et aussi par les nutriments, par l'alimentation que la mère a reçue et que le poulain a reçu, quoi. Tout à fait. Donc je me retrouve avec un petit cheval qui fait 500 kilos pour 1,55 m. Et moi, je fais 1,80 m et 75 kilos. Donc, Mhm. bah, en fait, quand tu veux respecter le ratio poids cavalier-cheval, bah, c'est un peu difficile, je pense, surtout que bah, nous aussi, on a notre variation de poids
parce que des fois on fait moins attention, etc. Et moi, en fait, faudrait que je sois à 65 kilos pour être à un poids correct pour monter régulièrement ma jument, mais c'est pas un poids qui est atteignable pour moi. Oui, d'accord. Moi, je fais 1,80 m, je fais plus de 80 kilos. Et 65 kilos, je les ai pas eu depuis mes 18 ans, hein. Une fois- Tu vois, c'était en cours de croissance, hein, au cours de ma croissance que j'avais mes 65 kilos, hein. Et c'est vrai que je remarque aussi qu'après Noël, c'est un peu plus compliqué pour Whisper de me porter. Ah non, mais c'est nos chevaux ont leur variation de poids, nous avons notre propre variation de poids. Ouais, et puis nos chevaux ont leur variation de muscles, nous aussi on a nos variations de muscles. Et c'est vrai que c'est une question intéressante à se poser du ratio cheval-cavalier quand on est grande cavalière, quoi. Oui, c'est ça. Et donc je m'étais dit, j'essaye de prendre un poulain avec un père grand pour avoir un grand poulain, Mhm. et donc avoir un minimum 1,60 m pour avoir un ratio pas trop mal. Donc bon bah pas de bol pour moi, c'est pas tombé comme je voulais. Sûrement effectivement à cause des nutriments comme tu disais, le fait aussi que la jument est petite, parce qu'en fait une petite Mm. jument donne quand même aussi des produits plus petits, ce que je ne savais pas à l'achat. Oui, t'as quand même une part génétique. Je veux dire, si la jument faisait qu'1,50 m, Ouais, c'est ça. t'avais une chance sur deux. J'avais une chance sur deux. Donc finalement, en fait, tous les points que j'avais pris au début, quand on regardait un peu ma liste, étaient en train de se décocher, finalement. Mhm. Un cheval en bonne santé, sans problème, bon bah c'était une miette, qui soit capable de me porter, bon bah je me pose encore la question. Donc assez difficile, et en plus comme tu me disais, bah le moment où elle a été en boxe, ça a été, un peu un crève-cœur. Je pense que c'est difficile de dire autrement, parce que c'est un peu, ton bébé quoi, de quand tu l'as élevé, depuis ces 6 mois, qui reste en boxe, qui développe des tics de comportement parce que tu peux pas la faire sortir. Elle a été en fait enfermée en box pour sa convalescence, suite à Oui, l'opération de l'OCD. complètement. Et honnêtement, après elle a été dans un, comment dire, dans une de 6 par 3 mètres, une stabulation. Et finalement, tu vois, j'aurais préféré qu'elle reste en boxe, parce que bah le problème c'est que la stabulation d'à côté, si le cheval est pas stable, bah t'as ton cheval qui essaye tout le temps d'aller le kicker, etc. Et bah en fait, pour la convalescence, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et moi, elle a fait 2-3 jours dans une sorte de petit paddock. En fait, elle devait rester dans un petit paddock dans l'écurie active, mais c'était une catastrophe. En plus, j'ai fait une connerie, c'est que sans faire exprès, j'ai laissé la porte ouverte et la jument s'est barrée en pleine nuit, alors que ça faisait 2-3 jours qu'elle était opérée. Alors là, vraiment, je suis partie en pleurs. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai foutu, je suis trop nulle, etc. Heureusement, pas de septicémie, parce que c'était le plus gros risque, et qu'il faille réopérer pour enlever les bactéries, etc. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu ça. Mais bah, la jument, en fait, elle était pas bien dans cet endroit-là où t'avais beaucoup de mouvements. Elle essayait tout le temps de taper, alors qu'il fallait pas qu'elle bouge trop les jarrets, parce que c'était un peu l'objectif de la convalescence. Donc elle est partie en bosse, moins de contact, mais au moins elle était moins à bouger dans tous les sens. Mhm. Donc la tic de comportement, moi, elle prenait les barreaux et elle descendait comme ça, elle descendait tout droit la tête, et en fait elle s'est fait un petit trou dans les dents, tellement elle le faisait souvent de se rayer les dents et après à mordre le bois. Donc ça, elle a un peu gardé, le côté à mordre et à tiquer. J'espère que ça va partir, parce que, bah, c'est pas top top. Parce que là, du coup, elle a été en fait opérée et isolée donc en septembre, c'est ça? En août,
En août, opérée et isolée tout le mois de septembre? Août, septembre, octobre, elle a commencé à sortir. Et donc là, on enregistre cet épisode fin février. Donc tu as toujours des tics de comportement. Donc c'est Oui, important de le souligner aussi, qu'en fait, c'est pas parce qu'on supprime immédiatement les causes du tic que le tic se supprime immédiatement, quoi. surtout que moi, on va dire que vu que ma jument était en convalescence, j'étais la propriétaire chiante qui venait au début 2 fois par jour pour mettre du foin. En plus, j'avais pris un filet à foin pour qu'elle ait du foin à volonté et qu'elle gâche pas trop parce que moi, elle a tendance à faire pipi dans le foin. Oui. Et c'est un peu une crado. Donc le foin par terre, c'est pas possible. Elle me le gâchait directement. Donc j'avais mis tout ça en filet à foin et j'étais la propriétaire qui venait le soir. S'il y avait pas de foin, j'allais chercher le foin et je lui en mettais parce que ma jument, elle est H24 dans un box, elle bouge pas, donc elle a le droit à son foin à volonté. Ouais, donc même Donc avec le foin à volonté, tu as juste en fait enfin, elle a juste eu le manque de congénère, c'est ça. comme manque à ses J'avais besoins fondamentaux et le manque d'exercice physique et le manque de mouvement, complètement. mais que t'avais pas le choix. C'est ça. En fait, elle devait rester au minimum 2 semaines sans bouger du box. Et après, je devais faire des sorties de 10 minutes à pied, Mhm. qui étaient un danger pour moi. Parce qu'en fait, la jument, elle est extraordinaire, mais mentalement, elle n'était pas capable de se contenir physiquement pour faire des balades de 10 minutes gentiment en main. Il y en a Donc, elle très me peu. pétait en l'air. Ouais. Elle me pétait en l'air et j'avais très peur pour ma vie, hein, parce que c'est cabré, etc. Sinon, elle avait trop d'énergie, quoi. Donc, on fait cette convalescence là. Après, elle va donc dans la stabulation, ça se passe un peu moins bien. Elle essaye de taper les autres, mais honnêtement, moi je trouve qu'elle s'est quand même bien remis au niveau des jarrets. Mhm. Et ce que je fais, c'est que à la sortie de convalescence, je lui fais faire un massage par une praticienne Masterson parce que je sais qu'il y a pas mal de bodywork, donc je me suis dit, allez, on tente. Là, le corps, il doit être dissymétrique au possible. Et effectivement, elle lui fait le massage. La jument la croquer à tous les instants. Et à chaque fois, elle essayait de la croquer et dès qu'elle relâchait la tension, d'un coup, elle redevenait gentille, elle réessayait de la croquer. Merci le box, hein, finalement. Et, euh, et donc, on fait cette séance, et là, elle me dit, bon, ta jument, elle est pas diagonalisée comme les autres chevaux, elle est latéralisée à gauche. Donc là, je me dis, merde, Qu'est-ce que qu'est-ce ça qui... veut dire? Donc ça veut dire que ces points faibles, au lieu d'être, par exemple, postérieur droit, antérieur gauche, diagonalisé, moi, c'était antérieur gauche, postérieur gauche. Et donc, Ok. à s'affaisser d'un côté, dès que tu le fais travailler, et l'autre côté est plus fort. Donc là, je me dis, bon, l'opération, ça a dû complètement la mettre KO physiquement et comment dire, la rendre complètement dissymétrique. Donc, j'ai recommencé à la Mhm. travailler. Voulant bien faire, je me suis dit, bon, on avait fait de la longe avant avec Raphaël, ça se passait très bien. Je vais recommencer les longes parce que la longe, ça permet de faire pas trop, plutôt pas mal. Et là, la jument, incapable d'être longée. Vraiment, même au pas, elle me fait des tout mini cercles et elle n'arrive plus à avoir des cercles réguliers. Elle est complètement, bah, physiquement pas pas géniale quoi, pas apte. Pas apte. C'est Physiquement ça. pas apte à te faire Donc des je me cercles, dis quoi. bon, après avoir fait venir la masseuse, autant faire venir l'ostéopathe. Donc je fais venir l'ostéopathe qui trouve pas grand chose. Donc je me dis bon, c'est pas ostéopathique. Mais on va retravailler en faisant surtout balade à pied en main pour essayer au moins de la remuscler déjà en ligne droite.
avant de tenter les cercles finalement qui sont plus durs pour un cheval à gérer musculairement. Donc voilà. À un moment, donc, j'ai une amie qui m'avait conseillé c'est Cheval en forme, qui est une masseuse qui fait un peu de la kiné pour le cheval. Donc elle a plusieurs techniques de massage et elle te propose des exercices ensuite à refaire à la maison avec plein de vidéos et tout ça pour que tu fasses un peu le travail qu'elle fait et que tu le poursuives dans la longueur avec des exercices de flexion. Ok. Oui, donc elle te guide en fait sur le travail du cheval en C'est plus ça, de te guider sur complètement. un massage, quoi. On fait le massage et là, moi actuellement, ce que je peux en dire, c'est que j'ai une jument qui peut à nouveau faire du pas, du trot et même un petit peu de galop en longe en ayant des grands cercles et tout ça. On a encore le gros problème de l'incurvation qu'il va falloir que je retravaille à pied plus en main avec elle pour euh, pour finaliser finalement le travail qui a été débuté, qui est déjà qu'elle est un petit peu plus symétrique qu'avant. Et puis voilà, surtout la muscler pour cette année, qui est l'année où j'aimerais la débourrer si rien ne s'y oppose physiquement, bien entendu. Qui est l'année où on t'espère une montée Ouais, sur c'est ta ça. jument, quoi. Après tous ces aléas de santé. Je pense que j'aurais peut-être pu attendre plus longtemps si elle avait été plus symétrique, parce qu'en fait, ce que moi j'ai l'impression, après je sais pas si tout le monde pense comme moi ou pas, mais c'est que c'est assez difficile de travailler certaines choses à pied et que des fois je me dis que monter ça serait tellement plus simple. Bah, encore une fois, on tombe sur les choses qu'on sait faire, en fait. On tombe sur les choses que nous, en tant que personne, enfin, toi, Harmonie, moi, Audrey, on sait faire. On a commencé par être cavalière avant d'être à pied. Et on tombe aussi sur les choses que nos prédécesseurs savent faire. Donc, que les enseignants avant nous savent faire. Et c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup plus qui savent monter que travailler à pied. Enfin, une des finalités du travail à cheval, c'est de monter dessus, quoi. Donc, en fait, le travail à pied est vu comme quelque chose qui est juste transitoire dans l'objectif de monter. Et c'est le moment où tu montes, où en fait, tu vas, entre guillemets, travailler ton cheval. Ce qui n'est pas, Ce qui est pas pas forcément vrai. le cas. J'ose espérer qu'il y ait une autre C'est pas équitation vrai. qui arrive. J'ai réussi à muscler ma jument à pied, donc je dirais pas ça, mais on va dire qu'il y a certaines choses où je me dis que peut-être qu'elle comprendrait mieux avec une pression de jambe qu'avec une pression de stick, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, oui, il y a peut-être des choses où c'est plus facile aussi de leur apprendre. Enfin, C'est plus facile à diriger parce que t'as plus d'emprise en fait sur leur corps. Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais ce qui est un des points peut poser problème. Parce qu'en Ah oui, fait, oui, est-ce qu'on va complètement. pas contraindre le corps à quelque chose où il n'est pas capable d'aller? Il y a un grand questionnement à avoir sur le point de vue là. Moi, je pense que quand même, il y a un truc de... euh, on, tu vois, on s'est pas cassé la tête, en gros. On arrive à faire des exercices, par exemple, type un appuyé. En fait, on sait le faire monter. Et je pense que personne s'est jamais cassé la tête à se dire comment est-ce que je vais obtenir un appuyé de mon cheval à pied. C'est juste facile, tu sais, on sait comment faire, on l'a déjà fait, il y a déjà des centaines de milliers de cavaliers qui l'ont fait avant nous monter. Ça demande un effort de se dire, ok, comment je vais faire pour faire ça à pied. Et donc bon, l'objectif, ça va être de débourrer donc pour essayer de finir de symétriser ça, Mhm. parce que moi en fait à pied j'ai des outils, mais je me trouve limitée sur certains points. Oui, et puis il faut l'encadrement pour, hein. C'est ça. Et c'est vrai que un enseignant qui sait travailler et muscler un cheval à pied, bah j'en connais pas. Il n'y en a pas forcément des masses, il y en a. Et c'est vrai que comme tu disais avec Raphaël, donc les étapes où tu en étais avant, en fait, donc des étapes de pré-débourrage, bah, ça demande une réflexion, ça demande un système de réflexion que tous les enseignants n'ont pas.
complètement. Donc oui, ça demande de trouver un enseignant qui sait le faire et c'est quand même beaucoup plus facile de trouver un enseignant qui sait te guider dans le travail monté que dans le travail à pied. Oui, Dans le oui, oui, travail il musculaire, y a hein, plein de gens qui on connaissent s'entend. la biomécanique montée, mais à Oui, pied. et qui sont d'autant plus capables de guider quelqu'un, parce que là, c'est que tu cherches pas forcément quelqu'un qui va le faire sur ta jument. Tu cherches quelqu'un qui va t'apprendre à le faire sur ta jument. Oui, pour l'aider à continuer à se muscler, quoi. Parce que Oui, s'il vient une fois par mois, moi, je vois pas l'intérêt. oui, oui. Non, le but, c'est que toi, tu fasses, quoi. C'est ça. Mais je vais en profiter pour passer un appel à candidature, parce que c'est un des thèmes que j'aimerais avoir pour la cavalcade de 2024. Quelqu'un qui sait comment apprendre au cheval à se muscler à pied et qui sait apprendre à un humain à apprendre à un cheval. Quelqu'un qui sait guider un humain pour que l'humain, à son tour, puisse guider le cheval dans un travail musculaire ciblé. On s'entend, hein, dans un travail musculaire ciblé pour corriger potentiellement des dissymétries à pied. Des fois, quelqu'un écoute cet épisode de podcast et me contacte par Instagram. Un petit mot sur le mort et le Ouais. saddle fitting, de comment ça s'est passé en fait pour choisir un premier mort. Parce que toi, tu m'as dit avant que tu as fait le choix de contacter en fait un beatfitter et une saddle fitteuse, enfin un beatfitter, saddle fitter, avant que ta jument n'ait Je des les codes. voyais. Voilà. Oui, Tu vois, t'as choisi de faire adapter un mort avant que ta jument ne sache ce que c'est qu'une reine d'ouverture avec un mort, quoi. tout à fait. Elle avait juste eu 2-3 fois le mort dans la bouche, que Mhm. j'avais fait en, comment dire, en renforcement positif pour que ce soit une bonne association. Et donc j'ai fait venir une beatfitteuse et moi ce qui m'a impressionnée parce que je pensais pas que ça se passerait comme ça, c'est que bah c'est le cheval qui choisit son mort et pas l'humain. Mhm. C'est un petit peu ce que tout le monde fait actuellement, c'est j'ai mon cheval qui est en débourrage, bon bah je vais prendre un mort résine droit. Ce qui ne convient pas à la plupart des chevaux, je pense. Surtout que le résine bien droit, sans passage de langue, bon bah c'est un peu voué à l'échec. Très pratique chez un jeune cheval où tu as besoin de dissocier les aides, hein. Voilà, c'est ça. Après, comme certaines personnes disaient, c'est que des fois t'as des chevaux qui aiment pas du tout les pressions sur la langue, Mm. où effectivement donc tu vas plus difficilement dissocier les aides parce que bah c'est un peu au niveau de la langue que tu as La le dissociation. rouage, ouais, et la dissociation pour les rennes. Mais bah faut, comment dire, faut tester plusieurs morts pour que le cheval ait la possibilité de choisir et qu'il soit dans le confort, hein, parce que bah on oublie que c'est quand même bah, un morceau qu'on met dans la bouche qui est pas naturel de base Mm. et que si on fait un truc au pif, et ben en fait souvent on va pas très bien faire. Donc tu recommandes, enfin en tout cas c'est possible en fait de faire une séance de beat fitting ou de saddle fitting avant d'avoir posé tes fesses dessus, quoi. Oui. Et même pour les side pulls, parce Mm. que moi comment dire mon filet c'est un side et un bridon, mais il y a vraiment des beatfiteuses qui fit aussi les sides et c'est assez important parce qu'il y a plein de pressions tête, nuque qui sont mal réparties parce que les oreilles sont au contact de la tétière ou des choses comme ça qui peuvent rendre les chevaux comment dire pas agréables et qui fait que bah, l'expérience pour eux même en side peut être désagréable pour eux. Et c'est vrai que chez un jeune cheval, on va le chercher en fait ce confort, cette association positive très rapidement. Et le plus possible d'associations positives, donc autant le faire dès le début. Tout à fait, bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit autant qu'elle ait l'expérience positive, que j'ai les deux outils pour la travailler. Pareil pour la selle. Donc moi j'ai pas encore fait venir de saddle fiteuse parce qu'on m'a quand même conseillé d'avoir la jument qui est au moins montable au pas Oui, pour au moins régler certaines choses
Ben, la partie de la selle qui va s'adapter à toi. C'est ça. Donc on m'a conseillé au pas au moins et dans mes projets, ça va être donc de faire le premier montoir avec une cavalière assez légère et les premiers pas montés, même avec cette première selle, avec une cavalière légère pour muscler progressivement la jument, parce qu'en fait, comme un humain, le cheval a besoin d'une montée progressive en poids, et prendre Mhm. 75 kilos d'un coup, c'est peut-être un peu violent. Tu sais que des fois, tu peux aussi le faire avec des charges mortes, on va dire, sur le dos du cheval. Alors, quand c'est des charges mortes comparées à une charge vivante comme un corps humain, on va pas chercher à monter jusqu'à 75 kilos de manière progressive. Mais de charger, en fait, au début, par exemple, avec des bouteilles d'eau dans des sacoches posées sur la selle, ça permet de charger bah, déjà le poids de la selle, de charger potentiellement 5, 10, 20 kilos. Et après, 20 kilos de poids mort, 80 kilos de poids vivant. On arrive en tout cas sur... Non, mais je veux dire, on arrive, tu vois, t'es pas obligé de monter jusqu'à 80 kilos de poids mort. Oui, Ça va être plus dur pour le cheval. Parce que oui, c'est toi, tu vas vrai. pouvoir tu vas pouvoir accompagner le cheval. Mais déjà, d'arriver à monter jusqu'à une vingtaine de kilos de poids mort, ça peut être intéressant pour que le cheval, rien que comprenne que, ben, ok, il y a un poids sur mon dos, je le soulève. Oui, bah c'est l'idée en fait, c'est avec cette jeune cavalière faire les premiers montoirs pour avoir une selle adaptée à la jument et un peu à la cavalière, continuer à la faire monter un petit peu et pourquoi Mm. pas faire des balades avec ma jument avec la selle et du poids mort et progressivement continuer à augmenter le poids pour peut-être arriver à moi que je monte, même si je pense que honnêtement je monterai peut-être pas avant ces 5 ans sur elle. Je laisserai plus des cavaliers légers le faire parce que bah, il y a encore besoin qu'elle s'éclate physiquement pour que elle puisse porter mon poids. Donc C'est vrai qu'il y a deux écoles dans le sellage de jeunes chevaux. Soit de prendre une selle haut de gamme, mais qui potentiellement va pouvoir s'adapter. Potentiellement. Je mets un gros bémol parce que quand même tu peux avoir des formes de dos qui changent énormément et donc en fait ne plus avoir une bonne forme d'arçon. Et là dans tous les cas c'est la merde. c'est ça. Enfin dans tous les cas il faut changer la selle. Ou de choisir des selles plus bas budget en gardant bien en tête que peut-être qu'il va falloir en changer. C'est ça. Bah, t'as les Wintech, Thorogood qui sont plutôt bas budget. Ou Mhm. t'as l'Arcade et l'Arçon qui sont Non, non, pas l'arçon. pardon, Les les matelassures. matelassures qui sont Ouais. interchangeables. T'as soi-disant les forestiers de Vaucluse et autres qui sont modifiables, mais ça c'est complètement un mensonge, c'est du marketing, c'est Alors, si elles sont modifiables, mais honnêtement, le prix des modifications est aberrant. oui, et vu que Autant, l'arçon en lui-même n'est pas modifiable, c'est donc ça. un type d'arçon. Voilà. Mais oui, en effet, il y a une vraie question sur la selle. Je pense que ce serait intéressant d'en faire un épisode. Et donc moi en tout cas sur le court terme, ça serait plutôt tu vois du Wintec Thorogood parce que je sais que sur la première année de monte, le dos du cheval je crois change énormément. Mhm. Et après aller vers la comment dire une selle Wow Saddle où je pourrais plus m'adapter et c'est des matelassures air donc c'est plus facilement modifiable pour le commun des mortels. Encore une fois, ça reste le cheval qui choisit. On a des chevaux qui tolèrent absolument pas les matelas sur air, hein. Ah ouais. Oui. Je mets mon petit bémol là-dessus. Il y a des chevaux qui vont absolument pas tolérer l'air. Euh, Ça va pas marcher. Tu peux avoir un espèce de rebond par rapport à la laine. Et tu peux avoir des chevaux qui tolèrent pas du tout ces matelassures. Ouais. Bon après, de toute façon, je verrai. Je crois que cette marque-là, ce qui est quand même bien, c'est que bah, ils font air, mais si tu Mm. leur demandes des matelas sur laine, ils peuvent le faire. Après, le problème de la laine, c'est que ça se passe très vite. Je Oui. crois qu'en fait, finalement, si tu voulais bien, si on veut bien faire les choses, faudrait tous les 6 mois, un an, refaire voir sa selle par un saddle picker Mhm. pour bah, avoir une selle convenable pour le dessin, quoi.
Bah écoute, on a fait un très bon tour de ce que c'est que d'acheter un jeune cheval en se disant je vais économiser de l'argent, je vais économiser des problèmes de santé. C'est très intéressant quand même de se dire, bah oui, en fait, l'argent que je vais peut-être économiser, peut-être, hein, encore une fois, hein. Ça se trouve, tu aurais acheté un cheval hors de prix, tu aurais quand même eu de l'OCD. Mais il y a quand même une question à se poser sur le prix d'achat du cheval, la qualité d'élevage du cheval, parce qu'encore une fois, je pense que tu peux avoir des élevages qui sont qualitatifs et qui n'ont pas conscience de la qualité qu'ils mettent, et donc d'avoir pas forcément un prix très élevé. Mais je trouve ça très intéressant de se questionner sur ce lien entre le prix d'achat du cheval et combien il nous aura coûté au final, les problèmes de santé, et que d'acheter un cheval en se disant je vais prendre un jeune cheval pour qu'il soit en bonne santé, c'est pas une vérité absolue. En tout cas, tu as été bien courageuse d'affronter tous les problèmes que tu as eus. Et ça reste une très belle leçon quand même de résilience, je pense, de ta part, de se dire, bah oui, en fait, les choses se sont pas du tout passées comme prévu. Et bah ok, les choses se sont pas passées comme prévu. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à des personnes qui veulent ou qui viennent d'acheter un jeune cheval? Dernier conseil, déjà bah, un suivi nutritionnel, faire attention à la vermifugation. Parce que les coliques de verre, ça arrive très régulièrement en fait chez les jeunes chevaux où on n'en entend pas trop parler, mais en tout cas, moi j'en ai vu plusieurs et ça peut être fatal quoi. Hein, donc faut pas vraiment faire d'économie sur cette partie là santé et ouais faire suivre son cheval par tous les bons pros qu'on peut connaître ou que nos amis connaissent et surtout se faire son propre avis parce que il y a plein de gens qui peuvent être bien pour certaines personnes mais pas bonnes toujours pour ton cheval. Oui, oui, ça c'est un très bon conseil. En effet, il y a plein de personnes qui peuvent être de très bons conseils, mais pas forcément pour ton cheval. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cet enregistrement. Merci à toi, c'était cool. Merci à toi pour ce témoignage. Les personnes qui nous ont écoutés peuvent te retrouver notamment sur Instagram. Ton compte, c'est Harmonie et compagnie. Harmonie aussi. Oui, c'est ça. Ton compte est en description de cet épisode de podcast, donc les gens peuvent cliquer dessus pour venir potentiellement te poser des questions en lien avec ton expérience ou la leur sur les jeunes chevaux. Encore une fois, merci beaucoup. Ma foi, bonne continuation à toutes les personnes qui nous écoutent. Et je souhaite à toi beaucoup de courage et de plaisir pour le débourrage, pour le futur débourrage de Kayla. Mais écoute, merci beaucoup. Bonne journée. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.